Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis bien rentrée chez moi, le décor a une nouvelle fois changé, tout simplement parce qu'en ce moment il fait moins 7 degrés dehors et comme mon grenier n'est pas chauffé, je pense que la température est comprise entre 10 et 12 degrés. Je vous aime très fort, mais je n'avais pas envie de risquer une pneumonie en tournant des vidéos dans mon grenier, alors j'ai préféré descendre d'un étage et m'installer dans mon salon. C'est pourquoi vous voyez ma collection de DVD derrière moi. Aujourd'hui je devais vous tourner le book haul du mois de décembre, mais j'avais très envie de vous parler plutôt de mes meilleures lectures de l'année 2016. Alors c'est parti, voilà les 10 romans et essais qui ont marqué mon année 2016. Depuis quelques années, j'essaye de diversifier mes lectures. Même si le genre de l'imaginaire reste mon genre préféré, cette année j'ai réussi à voguer un petit peu de genre en genre, et notamment du côté du témoignage contemporain ou historique. De ce côté-là, j'ai fait 4 magnifiques lectures, je vous en parle tout de suite. Comme vous le savez, depuis des années, l'histoire de l'Irlande m'intéresse énormément. Et cette année, j'ai lu 2 témoignages poignants, 2 témoignages magnifiques. C'est le cas d'un bon garçon de Paul McVeigh aux éditions Philippe Ray. Ça se passe en Irlande du Nord, à Belfast exactement, dans les années 80, en plein conflit entre catholiques et protestants. C'est dans ce contexte tendu, difficile, que l'on va faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Mickey. Mickey, c'est un petit garçon très brillant, très ouvert et très sensible, contrairement à son entourage et à ses camarades de classe. Un bon garçon, c'est donc l'histoire de Mickey qui découvre le monde, mais qui le découvre dans un contexte difficile, au moment où l'IRA est ultra présente dans les rues de Belfast. Donc le quotidien de Mickey, ce sont les bombes, les attentats, les émeutes. Et malgré tout, Mickey grandit, Mickey devient un jeune homme, il nous raconte ça avec ses yeux d'enfant, c'est hyper émouvant. À plusieurs reprises j'ai souri, j'ai même ri franchement, et j'ai aussi été très émue. C'est un témoignage magnifique, super bien écrit, et je ne peux que vous le conseiller. Autre témoignage très fort sur le conflit nord-irlandais, il s'agit de Mon traître de Sorge Chalandon aux éditions du Livre de Poche. Ici on suit l'histoire d'un narrateur adulte qui est français, qui un jour va faire la découverte de l'Irlande, il va aller dans le pays, il va tomber amoureux de cette île d'émeraude et il va également tomber amoureux de ses habitants, notamment d'un homme combattant qui est très impliqué dans le conflit nord-irlandais du côté de l'IRA. Au fil des chapitres, on va en savoir de plus en plus sur cette relation qui s'est nouée entre les deux hommes, une relation très amicale et puis petit à petit presque une relation père-fils. On est ému, c'est très fort, et ce qui est encore plus fort, et c'est ce que nous indique le titre, c'est que très vite on va comprendre que ce combattant irlandais est un traître à son pays et est un traître surtout pour le narrateur. Et le problème, c'est que le narrateur, lui, il découvre la traîtrise de son ami que très tardivement. Nous on le sait très vite, notamment grâce au titre, mais également par tous les indices que laisse le narrateur au fil des pages, et ce dès le début du roman. C'est la grosse surprise et c'est vraiment très difficile à avaler pour lui. Voilà, donc un témoignage très fort, encore une fois, sur le conflit nord-irlandais, donc sur tout ce qui se passe du côté de l'IRA, et un témoignage poignant du côté humain, cette amitié très forte entre les deux hommes, entre un Français et un Irlandais, avec ce Français qui vraiment prend part corps et âme au conflit nord-irlandais alors que ce n'est pas du tout sa patrie à la base, mais voilà, il s'implique énormément et j'ai vraiment été très émue par ce témoignage. Pour continuer du côté des témoignages plus ou moins historiques, contemporains, il y a quelques mois, j'ai adoré Le gang des rêves de Luca Di Fulvio aux éditions Slatkin et compagnie. Cette fois on part à New York dans les années 10, dans les années 20 et on va suivre une jeune femme qui fuit son Italie natale avec un nourrisson. Elle n'a que 15 ans, elle a été violée. De ce viol naît un petit garçon qu'elle baptise Nathalie et qui est renommé Christmas en arrivant à New York. Cette jeune fille pense que les États-Unis c'est la terre promise, que là-bas elle va, si ce n'est devenir riche, au moins vivre dans de bonnes conditions, mais très vite elle se rend compte que pour survivre et pour offrir une vie plus ou moins saine à son fils, elle va devoir vendre son corps. Les chapitres s'enchaînent, on va petit à petit glisser de point de vue, on va passer du côté du point de vue de Christmas qui a grandi, qui est dorénavant adolescent, qui grandit dans les ruelles malfamées du New York des années 20, et lui son rêve c'est de rentrer dans un gang, sauf que personne ne l'accepte. Donc il décide de créer son propre gang. Et comme Christmas est un adolescent débrouillard, beau parleur, il va créer tout un mythe autour de lui et de son ami, il va créer son gang juste en parlant sans jamais agir. Le gang des rêves c'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui a 13 ans qui s'appelle Rousse, qui est une
d'une jeune juive riche qui va se faire violer, elle aussi. Vraiment dans cette histoire, les femmes vivent des choses difficiles, mais ce sont des femmes combattantes et c'est ce que j'ai apprécié. Et cette jeune fille va être sauvée par Christmas et un lien très fort va se créer entre eux, mais ça va être un lien très difficile puisque tous les deux ont un passé, ont une histoire compliquée, donc ils vont devoir s'apprivoiser et je ne vous en dis pas plus, mais c'est assez compliqué. Et encore une fois, là aussi dans ce témoignage, c'est très fort, très émouvant. J'ai souvent souri, mais j'ai aussi eu les larmes aux yeux. Malgré le côté ruelle malfamée, gang, assassinat, meurtre, viol, c'est sanglant, c'est cru, mais en même temps il y a énormément d'espoir parce que les deux adolescents ont des rêves plein la tête et sont hyper purs malgré le contexte dans lequel ils vivent. Vraiment une super histoire que je ne peux que vous conseiller. Surtout n'ayez pas peur du côté brique, ça passe tout seul, ça se lit tout seul. Dernier témoignage historique lu très récemment et je vais donc vous en parler très vite puisque je vous en ai parlé plus longuement dans la dernière vidéo, le dernier update lecture. Il s'agit de 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. On est une nouvelle fois aux États-Unis, mais cette fois à la fin du 19e siècle, en 1874 exactement. Le chef d'une tribu Cheyenne qui s'appelle Little Wolf fait une proposition scandaleuse au président des États-Unis. Il propose d'échanger 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux. Après réflexion, le président et ses conseillers acceptent et tente de rassembler 1000 femmes blanches pour les envoyer comme futures épouses aux Indiens, notamment aux Cheyennes, notamment à Little Wolf et ses guerriers. Difficile de rassembler autant de femmes volontaires, alors on va les chercher dans les prisons et dans les asiles américains. C'est notamment le cas de notre héroïne narratrice qui s'appelle May Dodd, qui a une vingtaine d'années, qui est une jeune femme qui a été enfermée à l'asile par ses parents car on l'accusait d'hystérie sexuelle. Elle avait décidé de vivre avec l'homme qu'elle aimait et avoir des enfants avec lui sans se marier. Pour fuir l'asile, son ennui, son abrutissement, l'héroïne accepte la proposition et part avec une centaine d'autres femmes sur les routes pour rejoindre leur future tribu. May Dodd nous offre à la fois ses émotions, ses sentiments mais aussi ses réflexions sur sa nouvelle tribu, sur son nouveau peuple, cette culture qu'elle découvre et qu'elle va petit à petit adopter. Je trouve qu'elle a un point de vue assez objectif. Elle y met forcément d'elle-même, de ses sentiments, de ses émotions, de ses convictions, mais elle réussit aussi à prendre du recul, notamment sur son nouveau peuple d'adoption. Forcément, à travers ses yeux, on va découvrir le conflit qui oppose les Américains blancs aux Indiens d'Amérique. L'auteur ne peut faire autrement que revenir sur la responsabilité des Américains dans le génocide des Indiens, mais il temporise un petit peu tout ça à travers les yeux de son héroïne en nous expliquant que les Indiens, peut-être un petit peu naïfs, peut-être pas assez bien organisés, ont finalement participé eux-mêmes à leur déclin. Voilà, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est pas manichéen. Alors bien sûr, les Américains, on ne peut pas le nier, sont responsables du génocide des Amérindiens, mais les Indiens n'étaient pas tout blancs de leur côté, c'était pas que des gentils qui avaient une façon de vivre absolument extraordinaire. Non, c'était dur, sauvage, violent, il y avait pas que du positif dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, dans leur culture. J'ai aimé que l'auteur réussisse à temporiser un petit peu son discours, j'ai aimé qu'il nous montre les choses de façon réaliste, en tout cas j'espère que c'est de façon réaliste, en tout cas j'y ai cru, même si ça reste de la fiction basée sur des faits plus ou moins réels, ça reste un très beau témoignage, très poignant et je ne peux là aussi que vous conseiller de le lire. Pour ma part, je lirai d'autres titres de Jim Fergus, notamment la suite, La Vengeance des Mères, qui est sortie il y a très peu de temps. En 2016, j'ai également lu quelques thrillers polars et j'en ai retenu un qui m'a vraiment marqué, qui a vraiment fonctionné avec moi. Il s'agit de La Loi du silence de Anita Terpstra aux éditions de Noël. Dans les premiers chapitres, on fait la connaissance d'une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. 2 parents, une fille aînée, un fils cadet. Tout semble aller parfaitement bien jusqu'à la disparition du fils, Sander, qui a 11 ans, qui disparaît dans la forêt lors d'une colonie de vacances. De grands moyens sont déployés pour le retrouver, mais rien n'y fait. 5 ans plus tard, un jeune garçon se présente dans un poste de police en Allemagne et dit être Sander. Élan de joie dans la famille, vous vous en doutez, tout le monde est hyper content de retrouver ce fils ou ce frère, quoique la sœur aînée ne semble pas forcément si contente, si émue de revoir ce frère et on va découvrir pourquoi petit à petit. Parce qu'en fait, derrière cette famille qui semblait idéale ou en tout cas parfaitement normale, se cachent des secrets et au fil des chapitres, on va creuser de plus en plus
dans l'histoire de cette famille, dans les relations qu'entretiennent les 4 membres entre eux, notamment le frère et la sœur. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé creuser et aller un petit peu derrière pour en savoir plus. J'ai été surprise, j'ai été embarquée jusqu'à la dernière page. Je ne savais pas trop où l'auteur voulait en venir et ça a vraiment bien fonctionné. Je crois que je l'ai lu en moins de 24 heures tellement c'était haletant, tellement j'étais happée par l'histoire et tellement j'avais hâte de connaître le fin mot de cette intrigue. Et puis en 2016, évidemment, j'ai lu des titres qui rentrent dans la littérature de l'imaginaire, notamment les tomes 2 et 3 de la trilogie La Voix des Oracles de Estelle Faye. Si ces tomes 2 et 3 n'ont pas à proprement parler été des coups de cœur, contrairement au premier que j'avais adoré, je ne peux pas parler de mon année 2016 sans parler de cette trilogie qui m'a vraiment beaucoup marquée, que j'ai beaucoup aimé, notamment pour le contexte mis en place. Parce que l'histoire prend place au 5e siècle après Jésus-Christ dans la Gaule, qu'à ce moment-là, le christianisme est en train de monter et donc les anciennes religions sont de plus en plus mises de côté et c'est dans ce contexte de changement, de chamboulement, que l'on va faire la connaissance de Tia, l'héroïne, qui est une oracle. Mais comme les oracles sont assez mal vus, elle doit cacher son secret. Donc elle est envoyée par son père, qui est un sénateur romain, en Gaule, où elle est cachée, où elle va devoir vivre sa vie, grandir, sans surtout montrer ses capacités. On va suivre cette jeune fille qui, évidemment, va faire des rencontres au fil de l'histoire, au cours de son chemin. Ça parle de mythologie, donc on va rencontrer des dieux, on rencontre également des créatures de la mythologie, du folklore gréco-romain, gallo-romain même, des faunes, des nymphes. C'est tout un contexte que j'ai adoré et j'ai surtout adoré la plume d'Estelle Faye, une plume très visuelle, très imagée. On a les scènes qui défilent sous nos yeux, on a l'impression de regarder un film ou plutôt une série télé puisqu'il y a quand même 3 épisodes et que dans chaque épisode il se passe beaucoup de choses. Les personnages sont attachants, pas trop naïfs, pas trop enfantins, même si ce sont des adolescents. J'ai bien aimé Tia. Je ne peux pas trop vous en parler sans vous spoiler. Je peux juste vous dire que si vous aimez la fantasy, si vous aimez la mythologie gréco-romaine, gallo-romaine, si vous aimez voyager dans le temps et dans l'espace, parce qu'on ne reste pas en Gaule, c'est que dans le premier tome. Après, on va beaucoup plus loin dans le temps et dans l'espace. Vraiment, si vous aimez ces éléments-là, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus, surtout si vous aimez les belles plumes. Côté imaginaire, en 2016, j'ai beaucoup lu la maison d'édition des Moutons électriques et dans toutes ces belles lectures que j'ai pu faire dans cette maison, ça a quasiment été que de magnifiques lectures, mais je ne pouvais pas toutes les mettre dans ce top, j'en ai sélectionné 2. Le premier tome des Sentiers des Astres qui s'appelle Manèche de Stéphane Plateau, comme vous pouvez le constater, c'est une belle brique. Et Janua Vera de Jean-Philippe Jaworski. Manèche, c'est le nom d'un des héros que l'on va suivre dans cette histoire, dans ce premier tome. Et dans ce premier tome, on va surtout se balader sur un bateau qui dérive, qui remonte le cours d'un fleuve. Et ce fleuve est entouré d'une forêt très épaisse, très mystérieuse, dans laquelle vivent des créatures un peu bizarres, un peu flippante, et le lecteur remonte le cours des souvenirs comme il va remonter le cours de ce fleuve. C'est assez contemplatif, mais c'est hyper immersif. J'ai adoré la plume de l'auteur, vraiment c'est super bien écrit, j'ai adoré l'univers qu'il met en place. C'est là aussi un mélange de mythologie entre la mythologie celte, la mythologie hindoue et la mythologie nordique. Un joyeux bazar mais qui se marie super bien. J'ai encore certaines scènes qui me restent en tête alors que j'ai lu ce livre il y a 8 ou 9 mois et il faut absolument que je lise la suite que j'ai d'ores et déjà dans ma bibliothèque. Si vous aimez la fantaisie avec des beaux univers, une belle écriture, des personnages riches, si vous n'avez pas peur de vous lancer dans une saga qui est assez contemplative mais qui en même temps est assez vivante puisque le lecteur vit pas mal de choses, en tout cas pas mal d'émotions et voit très bien les scènes défiler sous ses yeux, allez-y, lancez-vous dans Manèche de Stéphane Plateau qui est sorti en poche si jamais. Dernier coup de cœur imaginaire de cette année 2016, c'est en fait un recueil de nouvelles qui prend place dans un univers mis en place par Jean-Philippe Jaworski
et donc ça fait partie du cycle des récits du Vieux Royaume, puisque voilà, cet univers créé par Jean-Philippe Jaworski s'appelle le Vieux Royaume. Je viens tout juste de le terminer, donc je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo et je n'ai pas encore fait la chronique. Je vais essayer de vous parler de cette lecture très vite aujourd'hui et je vous invite, pour en savoir plus, pour avoir plus de détails, à regarder ma future vidéo update lecture qui arrivera dans quelques jours, ou carrément la chronique qui arrivera sur le blog également dans quelques jours. Ce recueil rassemble 10 nouvelles, et ces 10 nouvelles prennent place à 10 endroits différents du royaume, à 10 moments différents, et mettent en scène 10 personnages différents qui vivent dans ce vieux royaume. Et c'est là qu'on se rend compte que Jean-Philippe Jaworski a fait un travail de fou pour créer un univers vachement bien construit, avec une géographie, avec une chronologie. D'ailleurs à la fin, dans les annexes, on a toute la chronologie du vieux royaume. Et en fait, chaque nouvelle met en scène voilà, un personnage différent, un chevalier, une paysanne, un assassin, etc. Et grâce à ça, on se rend compte de la richesse, de la complexité de l'univers mis en place par Jaworski, et je trouve ça assez extraordinaire. En plus, mais c'est hyper bien écrit, je n'en doutais pas avec Jaworski, j'avais déjà pu savourer, apprécier le premier tome de Roi du Monde, également publié aux Moutons électriques, qui là mettait en place une histoire du côté des Celtes. Et donc dans ce recueil de nouvelles, j'ai une nouvelle fois pu apprécier la plume de cet auteur, et une nouvelle fois j'ai été surprise par son talent, surtout que les nouvelles c'est quand même pas un exercice super facile. C'est pas évident de créer une histoire qui tient la route sur peu de pages. C'est pas évident de mettre en place une situation initiale, de balancer un élément déclencheur avec un développement et une chute qui tient la route, qui ne soit pas trop rapide. Là, à chaque fois, dans toutes les nouvelles, c'est super bien équilibré. Dès les premières lignes, on est dans le récit, on sait ce qui se passe, on comprend un petit peu le pourquoi du comment, qui est le personnage mis en place. On voit très vite où l'auteur veut en venir, ce qui va se passer pour le personnage, quel va être un petit peu le développement de l'histoire, et les chutes sont toujours super bien dosées. C'est jamais trop rapide ou trop lent, vraiment chaque partie du récit a sa place et prend la place qu'il faut. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce qu'il faudrait que je vous parle de chaque nouvelle individuellement, je peux même pas choisir vraiment une nouvelle que j'ai préférée parce que vraiment elles sont toutes dans des genres un petit peu différents, avec des personnages différents, mais elles ont toutes un petit quelque chose. Bon, ok, c'est vrai, j'ai adoré le conte de Suzel, on m'avait dit tu verras le conte de Suzel, c'est trop bien, c'est génial. Plusieurs personnes de mon entourage m'avaient dit le conte de Suzel c'est vraiment trop bien, et effectivement le conte de Suzel est magnifique. C'est peut-être celui qui m'aura le plus marqué. Il aborde des thèmes et il met en scène une héroïne qui me parle peut-être plus. Et là pour le coup la chute, mais je l'ai trouvé absolument géniale. Je vous en parlerai plus dans l'update lecture et dans la chronique. Mais voilà, j'aimerais que tout le monde lise un Jean-Philippe Jaworski une fois dans sa vie. Si vous aimez les nouvelles, ou en tout cas si vous n'avez pas peur des courtes histoires, c'est peut-être la bonne façon de se plonger dans l'imaginaire de cet auteur, d'apprivoiser sa plume qui est certes très travaillée mais qui en même temps est super fluide, et je trouve ça assez fou de réussir à nous offrir un style qui est clairement littéraire. Là c'est de la belle littérature mais qui en même temps est hyper fluide, pas ennuyeux, et qui parle, qui est dynamique. Bref, pour moi, Jean-Philippe Jaworski, c'est clairement un super auteur français en littérature de l'imaginaire. Si vous aimez la littérature de l'imaginaire, vous devez lire Jean-Philippe Jaworski, c'est obligé. Et pour finir, parce que cette année, je n'ai pas lu que de la fiction, j'ai également lu des essais. J'avais envie de vous parler de 2 essais qui ont marqué mon année 2016. Je vais commencer par Que votre moustache pousse comme la broussaille de Muriel Gilbert aux éditions Les Ateliers Henri Dougier. Dans ce petit livre, on va faire le tour du monde grâce aux expressions et c'est vachement drôle. Ça se présente un petit peu comme une petite encyclopédie, comme un tout petit dictionnaire. C'est classé par thème, les animaux, la nourriture, les métiers, etc. Et on va revenir sur les expressions les plus connues, comment elles sont traduites dans les pays du monde, nos voisins ou des pays un peu plus lointains. En plus d'être amusant, d'être drôle, je trouve que c'est aussi assez pédagogique, enfin en tout cas on apprend pas mal de choses, notamment sur la culture de chaque pays. C'est assez parlant sur ce qui compte dans certains pays, dans certaines cultures. Je peux vous citer quelques expressions, juste pour vous donner quelques exemples. Quand les poules auront des dents, qu'on dit en France, en Russie ce sera quand l'écrevisse sifflera dans la montagne. Pourquoi ?
Nous on dit tirer les vers du nez et en Hongrie ils disent faire sauter le lapin du buisson. Sinon en France on dit prendre un râteau, en Italie pour eux c'est recevoir un manche. Voilà, ce genre de choses c'est super amusant et comme je vous le disais, en plus d'être amusant ça peut être instructif parce que ça nous en dit un peu plus sur chaque peuple. Enfin et dernier livre, un essai que je voulais vous présenter, il s'agit des libérateurs de l'Irlande, 8 siècles de lutte de Jean-Luc Catassin aux éditions Vendémiaire. On revient une nouvelle fois en Irlande, cette fois on est vraiment dans un essai et pas dans un témoignage, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture assez scientifique, c'est que c'est pas juste une succession de faits, que c'est pas quelque chose de très impersonnel et de très froid, au contraire on a beaucoup d'émotions, j'ai été émue à plus d'une reprise et c'est là que l'auteur Jean-Luc Catassin est assez fort. En 2016 c'était le centenaire de l'insurrection de Pâques, l'auteur prend cet événement pour base de tout ce qu'il va nous raconter ensuite. Il part assez loin dans le temps, dans l'histoire, et il revient petit à petit vers le 20e, vers le 21e siècle. Il nous raconte pas mal d'anecdotes, pas mal de faits historiques. Il se penche surtout sur le côté politique de ce conflit en Irlande, de cette lutte contre les Anglais. On apprend énormément de choses, enfin en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses. Il y en avait certaines que je savais déjà parce que j'ai fait d'autres lectures avant. Mais pour ceux qui ne savent rien du tout sur les conflits en Irlande et qui sont curieux d'en savoir plus, ça peut être un titre à ajouter à votre bibliothèque. Voilà pour ce top de l'année 2016, j'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées de lecture. N'hésitez pas à me donner vous aussi en commentaire votre liste, votre top de l'année 2016, ça me donnera peut-être également des idées de lecture pour l'année 2017. Dans les jours et semaines qui viennent, j'ai énormément de vidéos à tourner, à vous proposer, j'ai beaucoup d'idées. Je voudrais vous tourner, et je pense que ça sera la prochaine, le book haul du mois de décembre. Il faut que je vous fasse le bookshelf tour, promis, je ne l'ai pas oublié, j'y pense. Il faudra que je fasse un bilan du challenge Cold Winter, que je lance le 6e numéro du challenge Wild Pal. J'ai également envie de me lancer un nouveau challenge pour cette année 2017. Je vous en parle très vite en vidéo, je suis super motivée. J'aimerais aussi vous faire une vidéo pour vous présenter les booktubeurs, booktubeuses que je préfère suivre et je vais essayer surtout de mettre en avant des booktubeurs, des booktubeuses qui ne sont pas très connus pour vous faire des découvertes. Suite à vos suggestions, en 2017, j'aimerais également faire une vidéo pour vous présenter les musiques que j'écoute le plus, notamment les musiques celtiques puisqu'on m'a posé la question. Mais aussi mettre des petites maisons d'édition en avant, peut-être avec des vidéos thématiques et évidemment je continuerai toujours de vous parler de mes lectures. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et notamment de très belles lectures. À très bientôt et encore merci.